Chers élèves de la deuxième année collégiale, bienvenue à ce cours à distance pendant lequel nous allons réviser la structure d'une pièce théâtrale. La pièce que je vous propose et qui constituera le support de notre révision est intitulée « La poudre aux yeux » du grand dramaturge français Eugène Labiche. Cette pièce, qui est une comédie en 2 actes, a été représentée pour la première fois en 1861 à Paris. Je vous en fais un petit résumé. Madame Mallinger est une femme orgueilleuse et vaniteuse. Il y a une fille appelée Emmeline. Elle et Madame Ratinois, la mère de Frédéric, le prétendant d'Emmeline, ont essayé de se jeter mutuellement de la poudre aux yeux en se faisant croire qu'elles s'enrichent. Finalement, l'oncle Robert, l'oncle de Frédéric, découvre que les mères ont organisé tous ces mensonges pour faire augmenter le montant de la dot. Les pères, M. Mallinger et M. Ratinois, reconnaissent leur tort et vont régler la situation et cesser bien sûr cette supercherie pour le plus grand bonheur de leurs enfants. Mais rappelons tout d'abord la structure d'une pièce théâtrale avant de commencer. Une pièce de théâtre commence par une ou des scènes d'exposition qui remplissent 2 fonctions essentielles, à savoir informer le lecteur ou le spectateur et l'intéresser. Ensuite, nous avons le nœud qui constitue le cœur de l'action dramatique. C'est là où la situation est bloquée et le suspense est déclenché. Les péripéties constituent une sorte d'événements successifs qui vont mener à la solution du problème. Et enfin, le dénouement, c'est-à-dire le point où aboutit l'intrigue qui se termine par une solution heureuse dans les comédies et malheureuse dans les tragédies. Bien, passons maintenant à l'exposition de cette pièce que je vous propose et commençons par le premier extrait. Je vous lis l'extrait, vous pouvez suivre avec moi dans l'écran. Acte 1, un salon bourgeois, chez Mallinger, piano à gauche, bureau à droite, guéridon au milieu. Scène première. Madame Mallinger, Sophie, un panier sous le bras. Sophie. Alors, madame, il ne faudra pas de poisson? Madame Mallinger, assise à droite du guéridon et travaillant. Non. Il a fait du vent toute la semaine. Il doit être hors de prix. Mais tâchez que votre filet soit avantageux. Sophie. Et pour les légumes, on commence à avoir des petits pois. Madame Mallinger, vous savez bien que les primeurs n'ont pas de goût. Vous ne feriez un chaud farci. Sophie, comme la semaine dernière. Madame Mallinger, en revenant du marché, vous apporterez votre livre. Nous compterons. Sophie, bien madame. Elle sort par la droite. Donc maintenant, et après cette lecture, nous allons essayer de relever ensemble tous ces éléments que nous avons présentés au début de notre cours à partir de cet extrait. Donc comme vous pouvez le voir, concernant les personnages, nous avons 2 personnages, à savoir Madame Mallinger et Sophie. Pour le lieu de l'action, c'est un salon, c'est ce qu'on peut relever dans l'indication scénique, un salon pour choix, donc l'action se déroule dans un salon. Puis, pour le moment de l'action, nous pouvons dire qu'il s'agit du jour. Pourquoi? Parce que Sophie, qui est une bonne, c'est-à-dire la bonne de la famille Mallinger, s'apprête à aller faire des courses. Donc, logiquement parlant, c'est le jour. Ensuite, pour le genre de la pièce, et pour dire est-ce que c'est une tragédie ou bien une comédie, nous pouvons relever
dans l'indication cynique, un salon bourgeois, l'adjectif bourgeois, qui nous renseigne sur l'appartenance de ces personnages. Madame Malingear est une femme bourgeoise. Donc, il s'agit d'une comédie dans la mesure où la comédie, avec ces personnages qui sont généralement issus des milieux bourgeois. Alors que dans la tragédie, les personnages font partie de la noblesse ou bien de la haute noblesse. Pour voir de plus près les caractéristiques de la scène ou des scènes d'exposition, parce qu'on peut avoir une ou plusieurs scènes d'exposition, je vous propose de passer à un second extrait dans lequel nous allons essayer d'approfondir notre analyse. Voici le deuxième extrait que je vous propose. Scène 2. Madame Malingear, Monsieur Malingear. Monsieur Malingear, nous avons fait renouveler notre meuble de salon. Et c'est aujourd'hui que le tapissier doit venir toucher sa note. Madame Malingear prend les billets de banque. Ah, c'est juste. Eh bien, ce client, elle se lève. Monsieur Malingear, ah, que tu es curieuse. C'est un cocher de la maison qui a reçu un coup de pied de cheval. Là. Madame Malingear, un cocher? Mon compliment. Demain, on viendra te chercher pour le cheval. Monsieur Malingear, plaisante tant que tu voudras. Mais je suis enchanté d'avoir donné mes soins à ce brave garçon. En causant avec lui, j'ai appris des choses. Madame Malingear, quoi donc? Monsieur Malingear, on jase sur notre maison. Donc, comme vous le voyez bien, nous avons l'apparition d'un nouveau personnage. Il s'agit de Monsieur Malingear. C'est le mari de Madame Malingear. Et c'est un médecin. Mais c'est un médecin sans client. Donc, la situation matérielle de ce couple, ou bien de cette famille, on peut dire, c'est une famille bourgeoise, mais dont la situation matérielle est très modeste. Pourquoi? Parce que, comme nous pouvons le voir, c'est un médecin qui n'a pas vraiment beaucoup de clients. Chose que l'on peut découvrir à travers la plaisanterie de Madame Malingear, lorsqu'elle dit par exemple « Un cocher, mon compliment, demain on viendra te chercher pour le cheval ». Alors là, on comprend que c'est un médecin qui ne reçoit pas vraiment beaucoup de clients. Ensuite, nous avons un autre indice dans l'extrait précédent et qui concerne Madame Malingear. C'est une femme qui évite d'acheter des poissons et des primeurs, c'est-à-dire les premiers fruits ou légumes de la saison. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont trop chers. Généralement, ils sont trop chers. Donc, pour résumer tout ce que nous avons dit concernant la première fonction de l'exposition, c'est-à-dire informer le lecteur sur les personnages, le lieu, le temps de l'action, etc., etc., nous pouvons dire que les personnages sont les suivants. Monsieur et Madame Malingear, avec la bonne, mais la bonne, on comprend bien que c'est un personnage secondaire. Donc un couple bourgeois dont la situation matérielle est vraiment très modeste. Pourquoi? Parce que le médecin ne reçoit pas vraiment beaucoup de clients. Voilà grosso modo en ce qui concerne la première fonction de l'exposition dans cette pièce théâtrale intitulée « La poudre aux yeux ». Passons maintenant à la deuxième fonction, à savoir celle d'intéresser le lecteur ou le spectateur à découvrir la suite de l'action dramatique. À la fin de cet extrait, je lis « Monsieur Malingear, plaisante tant que tu voudras, mais je suis enchanté d'avoir donné mes soins à ce brave garçon. En causant avec lui, c'est-à-dire en parlant avec lui, j'y ai appris des choses. Madame Malingear, quoi donc? Monsieur Malingear, on jase sur notre maison, c'est-à-dire on parle de notre maison. Une information de ce genre pousse le lecteur ou bien le spectateur à se poser la question suivante. Mais que se passe-t-il? Qui parle de cette famille? Qu'est-ce qu'on dit de cette famille? Et d'autres questions du genre, bien évidemment. Chose qui va pousser le lecteur à poursuivre la lecture de la pièce ou bien le spectateur à poursuivre le spectacle jusqu'à sa fin pour bien découvrir de quoi il s'agit vraiment. Alors, madame, faudra pas de poison? Non, il a fait du vent toute la semaine, il doit être hors de prix. Mais tâchez que votre filet soit avantageux.
Et pour les légumes, on commence à avoir des petits pois. Oh, vous savez bien que les primeurs n'ont pas de goût, alors vous nous ferez un chou farci. Bah, comme la semaine dernière. Sophie, en revenant du marché, vous apporterez votre livre et nous compterons les filets. À propos, tiens ces 4000 francs. Mais pourquoi faire? Bien, nous allons faire renouveler notre meuble de salon et le tapissier va toucher sa note. Ah oui, c'est vrai, Oui. c'est juste le tapissier. Bon, ce client. Mais tu es curieuse! Eh bien, c'est un cocher de la maison qui a reçu un coup de pied de cheval, là! Un cocher, mon compliment. Alors demain, on viendra te chercher pour le cheval, là. Oh, oui, mais plaisante tant que tu voudras, mais tu sais que je suis ravi d'avoir prodigué mes soins à ce jeune homme. En causant avec lui, j'ai appris des choses. Quoi donc? On jase sur notre maison. Alors passons maintenant à la deuxième étape de la structure de la pièce théâtrale, à savoir le nœud. Et comme nous l'avons déjà rappelé, nous avons dit que le nœud est le cœur de l'action, qu'il montre le conflit entre les personnages et que la situation y est bloquée et le suspense est déclenché. Passons maintenant à la lecture de l'extrait qui correspond à cette étape du nœud. Scène 3, Madame et Monsieur Malingeur, Frédéric. Frédéric, c'est le prétendant d'Emeline, c'est-à-dire le jeune homme qui veut se marier avec Emeline, la fille des Malingeurs. Monsieur Malingeur, à Frédéric. Je vous disais donc que vos visites assidues dans une maison où il y a une jeune fille pouvaient paraître étranges à certaines personnes. Frédéric. Enfin, je n'ai pas cru devoir cacher à mes parents les sentiments que j'éprouve pour mademoiselle Emeline, et j'espère qu'avant peu, mon père et ma mère feront près de vous une démarche qui imposera silence à toutes les interprétations. Monsieur Malingeur. Mais d'ici là, nous vous demandons comme un service de vouloir bien suspendre vos visites. Frédéric. Comment, Madame Malingeur? Pour le monde, Monsieur Frédéric, pour le monde. Monsieur Malingeur. Vous reviendrez dans quelques jours, officiellement. Tenez, emportez votre musique. Il lui remet son cahier qu'il a pris sur le piano. Donc, comme vous pouvez le voir, cette scène est reliée aux scènes d'exposition précédentes. Nous avons par exemple les mêmes personnages, Monsieur et Madame Malingeur, des personnages que nous avons déjà vus dans les scènes précédentes de l'exposition. Nous avons aussi le même lieu, étant donné que nous n'avons pas d'indication scénique qui nous montre que le lieu de l'action a changé. Même chose pour le décor, même chose pour le temps, c'est-à-dire que dans tout l'extrait, nous n'avons aucune didascalie qui nous indique par exemple que ces éléments ont changé. Mais ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'elle contient un événement imprévu qui rompt bien évidemment avec l'équilibre que nous avons retrouvé dans les deux scènes de l'exposition et que nous avons présenté tout à l'heure. Donc la question qui se pose, comment cet équilibre est-il rompu? Frédéric, qui fait des cours de musique à Emeline, la fille des Malingeurs, est obligé maintenant d'interrompre ses cours, voire même ses visites à la maison des Malingeurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme nous l'avons déjà vu, les gens commencent déjà à jaser de la maison. C'est-à-dire qu'ils commencent à parler de la maison. Je cite M. Malingeur. Mais d'ici là, nous vous demandons comme un service de bien vouloir suspendre vos visites. Frédéric. Comment, Madame Malingeur? Pour le monde, Monsieur Frédéric, pour le monde. Monsieur Malingeur. Vous reviendrez dans quelques jours, officiellement. Tenez, emportez votre musique. Il lui remet son cahier qu'il a pris sur le piano. Donc, comme vous pouvez le voir, l'équilibre qui était dans les deux scènes précédentes, maintenant il est rompu. Pourquoi? Parce qu'un personnage est renvoyé de la maison des Malingeurs. À cause de quoi? À cause des gens qui commencent à jaser de la maison. Je n'ai pas cru devoir cacher à mes parents les sentiments que j'éprouve pour mademoiselle Emeline. Et j'espère qu'avant peu, mon père et ma mère feront près de vous une démarche qui imposera silence
à toutes les interprétations. Il s'exprime avec un charme. Un avocat. Monsieur Frédéric, nous apprécions comme elle le mérite les annonces que vous nous faites. Ah, monsieur. Mais d'ici là, nous vous demandons comme un service de bien vouloir suspendre vos visites. Comment? Oui, pour le monde, monsieur Frédéric. Pour le monde. Arrivé à ce stade, et puisque Frédéric et Emeline sont deux jeunes qui s'aiment et qui veulent se marier, la solution du problème est logiquement toute simple. Il suffit que leur famille les aide. Or, au lieu de les aider, les parents de ces jeunes personnes compliquent davantage la situation. Cela va donner lieu à des péripéties ou suites d'événements qui modifient l'intrigue et la font évoluer. De ce fait, le suspense est entretenu. Je vous invite à découvrir quelques péripéties de cette pièce à travers 3 petits extraits. En voici le premier. Scène 5. Alexandrine, Madame Malingeur, Monsieur Malingeur, Madame Ratinois. Alexandrine, entrant étonnée. Monsieur, on vous demande, c'est un client. Madame Malingeur, un client, qu'y a-t-il d'extraordinaire? Alexandrine, dame, c'est la première fois. Madame Malingeur, vivement, que ce monsieur vient ici, c'est bien. Qu'il prenne son tour. On ne peut pas le faire passer avant les personnes qui attendent. Écrivons un papier au bureau. Donnez-lui ce numéro. Le numéro 16. Alexandrine sort. Madame Ratinois, à part. Numéro 16. Quelle clientèle. Madame Malingeur. Mon mari n'a pas une minute à lui. Le matin, il a son service à l'Hôtel-Dieu. Il rentre à midi. Il déjeune presque toujours debout. Les consultations commencent. On voit là pour jusqu'à 3 heures. Monsieur Malingeur, protestant. Mais ma femme! Donc, comme vous pouvez le constater, Madame Ratinois rend visite à la famille des Malingeurs et Madame Malingeur veut lui faire croire que son mari est un grand médecin et qu'il a beaucoup de clients. Je cite Madame Malingeur, vivement, que ce monsieur vient ici, c'est bien, qu'il prenne son tour. On ne peut le faire passer avant les personnes qui attendent. Écrivant sur un papier, au bureau, donnez-lui ce numéro, le numéro 16. Madame Ratinois s'exclame dans un aparté, c'est-à-dire dans une parole adressée au public, et que les autres personnages ne peuvent pas entendre. Numéro 16, quelle clientèle! Madame Malingeur ne s'arrête pas ici. Elle continue à lui jeter de la poudre aux yeux, en lui disant que son mari est toujours très occupé. Passons au deuxième extrait maintenant. Acte 2, scène 4. Monsieur et Madame Ratinois, Monsieur et Madame Malingeur. Monsieur Ratinois, je n'ai rien à faire. Je me suis retiré du commerce. Monsieur Malingeur, ah, vous étiez dans le commerce? Monsieur Ratinois, oui. Madame Malingeur, quelle partie? Monsieur Ratinois, embarrassé, moi, j'étais... Madame Ratinois, vivement, raffineur. Mon mari était raffineur. Monsieur Malingeur, ah, c'est de la haute industrie. Monsieur Ratinois, à part, confiseur, raffineur, c'est toujours dans le sucre. Madame Malingeur, à part, les raffineurs sont tous des millionnaires. Donc je souligne juste un tout petit point, c'est que pendant cet acte, l'acte numéro 2, c'est un acte qui se passe dans la maison des Ratinois. Donc le lieu de l'action a changé. Maintenant, ce sont les Malingeurs qui rendent visite aux Ratinois. Après avoir découvert le métier de M. Malingeur dans le premier acte, M. Malingeur est médecin, maintenant on découvre celui de M. Ratinois. Alors M. Ratinois a un métier très rentable, tel qu'il est présenté par sa femme. Il est raffineur. Mais en vérité, c'est juste un simple confiseur, c'est-à-dire un vendeur de confitures, de conserves de fruits, etc., etc.
Donc ce qu'on peut constater dans cet extrait, c'est que Madame Mallinger est prise au piège. Comment? Lorsqu'elle dit « les raffineurs sont tous des millionnaires », c'est-à-dire qu'elle a vraiment cru que M. Ratinois était raffineur, c'est-à-dire millionnaire, puisque un métier de raffineur rapporte beaucoup d'argent. Récapitulons avant de continuer. Nous avons vu comment les deux femmes se sont jetées mutuellement de la poudre aux yeux, l'une faisant croire que son mari est un grand médecin, l'autre un homme d'affaires, un raffineur. Maintenant, les deux pères vont parler de la dot. Découvrons ensemble cet extrait. Scène 12. Monsieur Ratinois, Monsieur Mallinger. Monsieur Mallinger, eh bien, il est de toute justice que nous donnions autant l'un que l'autre, chacun 200 000 francs. À part, j'ai 22 000 livres de rente, il m'en restera 12. Monsieur Ratinois, à part, j'ai 17 000 livres de rente, il m'en restera que 7. C'est impossible. Monsieur Mallinger, vous hésitez pour une misérable question d'argent? Monsieur Ratinois, je n'hésite pas. 100 000 francs de plus ou de moins, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? J'offre 300 000 francs. Voilà comment j'hésite. Monsieur Mallinger, étonné. Hein? 300? Monsieur Ratinois, à part. Je vais le pousser jusqu'à ce qu'il recule. Et alors, je romps. Oh, vous reculez? Monsieur Mallinger, du tout, je réfléchis. À part, 300 000 francs, c'est impossible. Il n'y a qu'un moyen. C'est d'élever la dot jusqu'à ce qu'ils disent non. Alors, tout sera rompu. Oh, je propose 400 000. Alors, comme vous le voyez très bien, les deux pères ne se mettent pas d'accord sur le montant de la dot. La situation est alors dans une impasse, à tel point que les deux personnages envisagent de mettre fin à ce projet de mariage qui n'a pas encore commencé. Je cite les deux dernières répliques. Monsieur Ratinois, à part, je vais le pousser jusqu'à ce qu'il recule. Ou bien, dans la réplique de Monsieur Mallinger, il n'y a qu'un moyen, c'est d'élever la dot jusqu'à ce qu'il dise non. Alors, tout sera rompu. Eh bien alors, il est de toute justice que vous payez la même chose que nous. 200 000 francs, chacun. 24 000 livres de rente, 12 000. J'ai 17 000 livres de rente, il m'en restera plus que 7 000, c'est impossible. Vous hésitez pour une misérable question d'argent? Oh, comment ça j'hésite? 100 000 francs de plus ou de moins que je voulais que ça me fasse. Tenez, j'offre 300 000 francs, voilà comme j'hésite. 300 000? Je vais le pousser jusqu'à ce qu'il recule, et alors là, je romps. Vous reculez, hein? Du tout, je réfléchis. Bon. 300 000 francs, c'est impossible. Je ne vois qu'un seul moyen. Je vais le pousser à bout, jusqu'à ce qu'il puisse refuser, et ensuite, tout sera fait. Voilà. Eh bien, mettons 400 000 francs. Voilà, c'était tout pour les péripéties. Au moment où il était facile d'aider ces deux jeunes gens à se marier, les deux mères ont compliqué la tâche davantage à cause de leur vanité et de leur orgueil. Et partant, les deux pères n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le montant de la dot. Le mariage de Frédéric et Emmeline est maintenant menacé. L'extrait suivant va nous montrer comment cette situation sera résolue pour le plus grand bonheur des enfants. Scène 13. Robert, Monsieur Ratinois, Monsieur Mallinger. Robert. Ah, voilà un quart d'heure que je me retiens. Il faut que ça parte. Vous cherchez depuis 15 jours à vous éblouir, à vous mentir, à vous tromper.
Comment? Robert. Oui, à vous tromper, en vous promettant des dots que vous ne pouvez pas donner. Est-ce vrai? En vous pavanant dans une existence, dans un luxe qui n'est pas le vôtre. Ratinois. Mais, Robert, pour faire de l'embarras, du genre, du fla-fla, aujourd'hui c'est la mode. On se jette de la poudre aux yeux, on fait la roue, on se gonfle comme des ballons. Et quand on est tout bouffi de vanité, plutôt que d'en convenir, plutôt que de se dire « nous sommes deux braves gens bien simples, deux bourgeois », on préfère sacrifier l'avenir, le bonheur de ses enfants. Ils s'aiment, mais on répond « qu'est-ce que cela fait ?» Et voilà des pères. Donc dans cette scène, comme vous pouvez le constater, nous avons l'apparition d'un nouveau personnage. C'est l'oncle Robert, l'oncle de Frédéric, et le frère de Madame Ratinois. Ce personnage intervient pour sauver le mariage de Frédéric et Emmeline en faisant des reproches à leurs parents. Il les traite de menteurs, de trompeurs et de vaniteux qui se gonflent comme des ballons. L'intervention de l'oncle Robert est couronnée d'un grand succès. Les parents avouent leur tort et acceptent enfin le mariage de leurs enfants. Je vous laisse maintenant avec un extrait vidéo de la fin heureuse de cette pièce. Voilà un quart d'heure que je me retiens, mais il faut que ça parte. Vous cherchez depuis 15 jours à vous éblouir, à vous mentir, à vous tromper. Ah, mais parfaitement, à vous tromper, en vous promettant des dots que vous ne pouvez pas donner. Est-ce vrai, hein? En vous pavanant dans un luxe, dans une existence qui n'est pas la vôtre. Il n'y a pas de mais. J'ai parlé avec des domestiques. Moi, quand je veux savoir quelque chose, je parle avec les domestiques, c'est mon système. Et qu'ont-ils pu vous dire? Ah, ben tout d'abord, j'ai vu ton domestique en livré dans la cuisine, là, avec sa crème chantilly sur la tête. Ah, ben il est beau, celui-là, hein. Et puis, monsieur a une loge aux Italiens, Ratinois aux Italiens. Il me semble que c'est un théâtre. Qui t'ennuie? Eh bien, parfaitement, et ta femme aussi, d'ailleurs. Et monsieur aussi, d'ailleurs. Eh bien oui, voilà, c'est vrai, ça m'ennuie. Ah, je vous avoue que l'opéra italien... Mais pourquoi prenez-vous des loges, alors? C'est ma femme. Ce sont ces dames. Oui. Ah ben voilà, ben oui, ben vous faire du genre, hein, du fla-fla. Mais c'est la mode aujourd'hui, hein. On se jette de la poudre aux yeux, on fait la roue, là, on se gonfle comme des ballons. Et quand on est bien bouffi de vanité, eh ben plutôt que d'en convenir, plutôt que de dire, ben voilà, nous sommes deux braves gens bien simples, deux bourgeois, hein, on préfère sacrifier le bonheur et l'avenir de ses enfants. Ils s'aiment, et on répond, qu'est-ce que c'est la fleur? Allez, pas les masques. Ratinois, ancien confiseur, pas raffineur. Comment? Alors mon ami, je crois que... Laisse-moi Non, tranquille. Au pilon d'argent, elle tenait le comptoir. Oh, madame. Ratinois, ancien confiseur, donne 100 000 francs de dot à son fils. À mon tour, Malajar, docteur sans clientèle. Comment? Mais la duchesse. Non, je n'ai soigné qu'un cocher cette année gratis. Je donne pour ma fille 100 000 francs. À mon tour, Robert, marchand de bois, venu à Paris avec 12 sous dans sa poche, offre à son neveu 100 000 francs de drogue. Le dîner est servi. Ah, très bien.